Et voilà, nous sommes donc tous reconnectés normalement. J'espère qu'on n'a perdu personne en route. Le titre de ce séminaire nous propose donc de comprendre les phénomènes historiques pour éclairer les modalités de gestion du littoral. On va consacrer toute cette matinée à explorer ces phénomènes historiques et on verra cet après-midi comment dans les territoires, et pas seulement les territoires de Hauts-de-France ou de Normandie, on mobilise ce savoir tiré de l'histoire pour tenter de comprendre et surtout pour de prendre les meilleures décisions d'adaptation et aussi pour rendre ces décisions compréhensibles au plus grand nombre. Le titre de la journée, éclairer les modalités de gestion, peut en effet s'entendre de deux façons, hein. Éclairer les modalités de gestion, c'est améliorer la qualité de la décision publique, mais c'est aussi permettre à tous de comprendre et de s'approprier cette décision publique. Alors avec vous, Bernadette Tessier, on va remonter donc enfin, depuis qu'on le promet, 6000 ans en arrière, grâce à votre discipline, la sédimentologie. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous récoltez des carottes dans la baie du Mont-Saint-Michel, des carottes sédimentaires, et ces carottes vous livrent une masse d'informations inattendues que nous allons découvrir avec vous. Nous sommes impatients. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, je récolte des carottes de sable dans la baie du Mont-Saint-Michel. Vous m'entendez tous? Vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Ah, très très bien. Je vais commencer le partage d'écran. Je vais effectivement vous parler de ces 6000 ans de tempête en baie du Mont-Saint-Michel. Mais j'ai une présentation parce que je ne peux pas faire ça sans, évidemment, alors... Dans un appui de quelques images. Voilà. Alors, pour l'instant, on ne voit pas votre partage d'écran, mais ça ouais, serait tardé. Ça devrait venir. On a fait des essais, tout fonctionnait. Alors, il n'y a pas de raison. Oui, il n'y a pas de raison. Alors, partage d'écran. Ah, d'accord. Ok. Là, voilà. Nous y voilà. Nous y voilà, mais on est déjà à la conclusion. Oui. Alors, je vais vous mettre ça en plein écran. Vous allez me dire si vous voyez le plein écran. C'est parfait. Vous voyez le plein écran, d'accord. Donc, je vous remercie de m'avoir donné la parole pour commencer, pour ouvrir le bal de ce séminaire qui est vraiment, qui va être très riche sur les tempêtes. Et avant de commencer, je voudrais vraiment remercier Julie et puis Stéphane de m'avoir proposé d'intervenir dans ce séminaire. C'est un honneur et je suis vraiment contente de pouvoir présenter ces travaux. Alors, vous verrez, c'est des travaux qui datent déjà un petit peu, mais qui reflètent effectivement ce travail que nous avons réalisé en baie du Mont-Saint-Michel dans les années, on va dire la fin des années 2000. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de ces tempêtes, je vais en fait commencer un petit peu par la fin, vous dire qui est le coupable. C'est un peu comme un feuilleton de Colombo. Et cette image, en fait, c'est une image de synthèse issue d'une publication donc de synthèse qu'on a réalisée. C'est une synthèse bibliographique où on a examiné tous les enregistrements sédimentaires, les archives sédimentaires côtières datant de l'Holocène, donc de plusieurs milliers d'années, du domaine nord-atlantique, et y compris les travaux qu'on a réalisés en baie du Mont-Saint-Michel et dans la Seine. Et en fait, dans ces archives sédimentaires, on voulait voir s'il y avait des impacts de tempête. Et de cette façon-là, on a pu répertorier, identifier depuis au moins 6000 ans, 5 périodes bien précises de quelques centaines d'années, caractérisées par une dynamique de tempête accrue qu'on a appelée les Holocene Storm Periods. Donc, cette variabilité climatique de l'Holocène, en fait, elle est connue depuis très longtemps, notamment cette dernière partie de la période Holocène, ce qui est caractérisé par la transgression lente, la remontée lente du niveau marin, à peu près depuis 6500 ans. Elle est caractérisée par une succession de crises climatiques dites rapides, les rapid climate change. Alors, ce sont des événements froids qui durent quelques centaines d'années, qui ont une récurrence de l'ordre de 1500 ans à peu près, et le dernier de ces événements froids, vous le connaissez tous, c'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Et effectivement, ces périodes froides de l'Holocène
elle se caractérise aussi par une dynamique accrue des tempêtes. Donc pour en venir maintenant au sujet de cette présentation, c'est-à-dire les 6000 ans de tempête en baie du Mont-Saint-Michel, il faut savoir que ce que je vais vous raconter, c'est principalement basé sur les travaux issus de la thèse d'Isabelle Billot, qui a été réalisée donc, dans notre laboratoire M2C, morphodynamique continentale et côtière, à l'université de Caen, donc à la fin, dans la deuxième moitié des années 2000. Et donc cette thèse avait vraiment pour but d'examiner la dynamique du remplissage holocène de la baie du Mont-Saint-Michel. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ça c'est plutôt pour planter le décor, la baie du Mont-Saint-Michel. Très rapidement, je ne vais pas vous faire une description exhaustive de cette baie du Mont-Saint-Michel, mais c'est surtout pour insister sur le fait que c'est un système alors hypertidal, donc vraiment dominé par des courants de marée très très forts, par une dynamique tidale extrêmement dominante, mais qui est aussi caractérisé par un ensemble morphosédimentaire assez complexe, qui est formé par 3 ensembles principaux. Alors un vaste système estuarien dans la partie orientale, que vous connaissez tous, notamment au travers de cette rivière qui arrive, qui est le Couesnon, au pied du Mont-Saint-Michel. Il y a aussi la Cé et la Céline. Donc un vaste système estuarien, comme vous le voyez sur cette image aérienne, qui est extrêmement complexe, très très dynamique, avec beaucoup de chenaux, beaucoup de bancs entre les chenaux, et ces chenaux qui migrent de façon extrêmement dynamique et de façon incessante. Sur la marge de cet estuaire, dans la partie ouest, on remarque que c'est le fond de la baie du Mont-Saint-Michel avec ses grands replats de marée qui sont beaucoup plus tranquilles que la partie estuarienne. Et puis, il faut aussi noter un troisième ensemble, qui est la partie nord-est de la baie du Mont-Saint-Michel, qui a un littoral sableux et qui se caractérise donc par cette barrière littorale sableuse, faite de plages, de dunes et puis d'arrière-barrières. Et en fait, ce littoral, depuis le début de la transgression holocène, il est en érosion. Voilà, donc ça c'est pour planter le décor, et j'aurai l'occasion de revenir sur ces différents ensembles. Alors, le travail qu'on a réalisé sur le remplissage sédimentaire holocène de la baie du Mont-Saint-Michel, il s'est basé sur 2 sets de données principaux, comme vous l'avez évoqué, Jean-Jacques, tout à l'heure, donc sur des carottes sédimentaires, des carottes de sable, qu'on a prélevées tout le long de la baie du Mont-Saint-Michel, donc des carottes qui font entre 6 et 7 mètres de long à peu près. Et en complément à ces archives sédimentaires, on a aussi fait une prospection sismique, donc c'est de la prospection géophysique, acoustique, qui permet d'avoir vraiment des données sur la géométrie du remplissage sédimentaire. Alors quelques images très rapides pour vous montrer ce que c'est que ces outils qu'on a utilisés, donc le vibrocarottage pour prélever des carottes qui font 6 mètres de longueur à peu près, 6-7 mètres de longueur, des fois c'est un petit peu scabreux en fonction de la stabilité des sols. Et puis ici, vous avez une petite embarcation à partir de laquelle on a réalisé la sismique très haute résolution, là en baie du Mont-Saint-Michel. C'est vraiment une image prise en baie du Mont-Saint-Michel et réaliser cette sismique avec un outil particulier qui est le boomer, donc parfaitement designé pour la prospection en milieu très peu profond comme la baie du Mont-Saint-Michel. Alors, avant de rentrer dans le détail des archives sédimentaires, l'ensemble des données que nous avons récoltées, les données sismiques, les données de carottage, nous ont permis de reconstituer la géométrie du remplissage. Donc, je vais m'attarder un petit peu sur cette image qui est un petit peu complexe. Et c'est juste pour vous montrer en fait une schématisation extrême du remplissage de la baie de Mont-Saint-Michel. Donc, vous voyez ici sur cette coupe schématique, le long de cette coupe replacée sur cette image satellite. Donc, vous voyez le remplissage avec ses différentes couleurs qui repose sur le substratum géologique, c'est-à-dire le caillou dur de la baie du Mont-Saint-Michel. Et ce qui est important, c'est donc que ce remplissage s'est réalisé pendant la dernière transgression, la transgression holocène. Et cette transgression, on peut la caractériser en fait en 2 parties. Une transgression qui est très rapide, jusqu'à un point de pivot, un point d'inflexion autour de 6000 ans, où la transgression devient beaucoup plus lente, et c'est ce qu'on appelle le haut niveau marin global. Et vous voyez en fait sur cette
cette schématisation du remplissage que l'essentiel du remplissage de la baie du Mont-Saint-Michel s'est opéré après 6500 ans, c'est-à-dire pendant la période de haut niveau. Il n'y a pas beaucoup de sédiments qui sont déposés dans le fond de la baie du Mont-Saint-Michel pendant la transgression rapide. Et donc, on voit en fait sur cette reconstitution très schématique, on voit les différents ensembles dont je vous ai parlé, qui se déposent depuis 6500 ans, avec le domaine estérien en jaune vif et ses chenaux tidaux qui migrent incessamment et qui peuvent être très profonds et jusqu'à atteindre le substratum. Et puis, latéralement, sur les marges de cet estuaire, vers le large, l'estuaire s'amenuise progressivement et peut passer à des bancs tidaux au large. Et puis sur la marge nord, comme je vous l'ai expliqué, il y a des barrières littorales qui reculent, actuellement qui reculent sous l'effet de la transgression et en reculant, qui mettent à jour des dépôts anciens déposés en arrière de ces barrières. Donc vous voyez immédiatement avec cette reconstitution que si on veut observer des archives sédimentaires de plusieurs milliers d'années, des archives qui sont continues et qui vont préserver les événements, on ne peut pas aller dans le domaine estuarien qui ne préserve pas de temps. Il faut aller sur les marges qui sont plus tranquilles, là où les sédiments anciens sont préservés, comme les arrière-barrières du nord-est, ou dans le fond de la baie du Mont-Saint-Michel, qui est beaucoup plus tranquille, comme on le verra. Donc le premier exemple d'archives que je voulais vous montrer, c'est les archives sédimentaires, les carottes sédimentaires qu'on a prélevées dans la partie nord-est de la baie du Mont-Saint-Michel. Avec ici une carotte sédimentaire, alors qui est déjà interprétée, une carotte qui fait 6 mètres de long environ. Donc ça, c'est une succession de sédiments qui se sont déposés en arrière d'une barrière littorale. Donc je vous rappelle, ici, on est dans le nord-est et les barrières reculent, mettant à jour ces sédiments d'arrière-barrière. Et donc on voit que ces successions sont faites de sédiments assez fins, riches en matière organique et qui alternent avec des sédiments sableux, plus grossiers, moins organiques. Donc plus fin, plus organique, plus sableux, plus fin, plus organique, etc. Et donc ces sédiments plus fins, plus organiques, on les interprète en fait comme la marque d'un milieu de dépôt protégé en arrière d'une barrière littorale qui est stable. Au contraire de ces sédiments qui sont plus grossiers, plus énergétiques et qui sont mis en place dans un système d'arrière-barrière qui était moins protégé, donc avec une barrière qui était probablement en cours de destruction, bien sûr sous l'effet de tempête. L'ensemble des archives sédimentaires dont nous disposons en fait dans la partie nord-est de la baie nous montre que, avec évidemment toutes les successions sédimentaires, évidemment les datations avec du carbone 14, nous montre que toutes ces successions sédimentaires post-6500 ans contiennent 4 à 5 cycles d'une périodicité de 1000 à 2000 ans, des cycles qui montrent une alternance entre des barrières stables et des barrières détruites. Maintenant, si on se déplace, comme je vous l'ai dit, dans le fond de baie, là où c'est beaucoup plus tranquille, sur les grands replats de marée, ici une succession de sédiments de replats de marée sableux, au droit de la localité de Chervé, pour ceux qui connaissent. Là, on voit sur cette carotte, qui fait ici 7,50 m de long, on voit que ces successions sont réalisées, enfin, contiennent une alternance de sédiments très grossiers, très coquillés, à base très érosive, et qui alternent avec des faciès beaucoup plus fins à drapage argileux. Ces sédiments grossiers à base érosive, c'est vraiment typique de faciès de tempête, tandis que les faciès fins à drapage argileux, c'est typique de faciès qui sont déposés sous l'influence des marées. L'ensemble, là encore, des données disponibles dans ces fonds de baie, des successions et des carottes, des âges aussi, nous montrent que ces successions sédimentaires, là encore, sont constituées par 4 à 5 séquences d'une périodicité de l'ordre de 1000 à 2000 ans, donc d'une séquence qui montre une alternance de tempêtes, de périodes de tempête, et de périodes où la dynamique tidale est dominante. Un autre exemple d'archive, alors là, ce sont des profils sismiques. Je vous ai dit qu'on avait fait de la sismique. Là, vous avez un exemple de profil sismique qui a été obtenu dans la baie de Cancale, donc complètement à l'ouest de la baie du Mont-Saint-Michel. Un profil qui va de l'ouest vers l'est, donc vers la plage, quand on va vers l'ouest ici. Alors, un profil sismique, c'est une coupe virtuelle, c'est une coupe acoustique
pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir ça, c'est comme si on faisait une grosse tranchée, en fait, dans le remplissage de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc là, vous avez une quinzaine de mètres d'épaisseur pour quelques kilomètres de longueur de profil. Et vous voyez tous ces traits, en fait, ce qu'on appelle des réflecteurs sismiques. C'est comme si c'était les interfaces sédimentaires. Donc là, vous avez le profil brut et puis l'interprétation de ce profil. Là, vous avez un réflecteur principal, en fait, c'est le toit du substratum géologique sur lequel repose le remplissage sédimentaire de la baie du Mont-Saint-Michel. Les carottes sédimentaires nous montrent que la limite que vous voyez ici, c'est la limite à 6500 ans. Et donc, tout ce qui est au-dessus, tous ces sédiments à plat qu'on voit, ben, ce sont les sédiments des replats de marée qui se mettent les uns sur les autres au gré de la transgression lente de l'Holocène, depuis 6500 ans. On voit aussi que latéralement, ben, ces replats de marée sont réincisés. Vous voyez ces incisions, ces chenaux, en fait, qui réincisent ces replats de marée. Actuellement, il n'y a pas de chenaux sur les replats de marée en baie du Mont-Saint-Michel. Donc, comment a-t-on interprété ces incisions? Et en fait, si on regarde ces dépôts depuis le haut niveau marin, depuis 6500 ans, ben, on s'aperçoit qu'il y a 4 à 5 phases d'incision tidale, parce qu'on sait que ces incisions, grâce au carottage, c'est des incisions de marée, des incisions tidales, et qu'on a mis en lien, qu'on a relié avec la destruction de barrières, avec des surcharges hydrauliques en lien avec des destructions de barrières. Alors, vous voyez, le sud de la baie du Mont-Saint-Michel, il y a une barrière actuellement qui longe tout le sud de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est une barrière coquillière, mais qui est fixée depuis le XIe siècle avec une digue. Avant le XIe siècle, il n'y avait pas cette digue. Cette barrière était donc détruite régulièrement, inondant les marais de Dole en arrière et provoquant évidemment des surcharges hydrauliques à chaque marée basse pendant les grandes marées. Donc, ces phases d'incision, on les interprète comme la marque d'une destruction de barrières pendant des tempêtes accrues. Et on en a à peu près 4 à 5 au vu des données sismiques. Un dernier exemple d'archive, c'est aussi un profil sismique qui est lui pris dans les approches subtidales au nord de la baie du Mont-Saint-Michel, dans un banc qui est construit par la marée, un banc tidal. Là, vous avez un banc qui fait à peu près 8 mètres d'épaisseur, pour quelques kilomètres de large. Et vous voyez là encore, en fait, un réflecteur principal, c'est le toit du substratum, au-dessus duquel il y a une première unité de dépôt qui se dépose pendant la transgression très rapide, et la totalité du banc se dépose depuis 6500 ans. Et on voit que ce banc tidal, il est formé par une succession de paquets de sédiments, de sets de sédiments qui migrent sous l'effet des dépôts de marée. Donc ce sont des sets de progradation de marée qui sont régulièrement arasés, aplanis par des grandes surfaces planes. Ces grandes surfaces planes, on les a interprétées comme l'action de fortes tempêtes, et ça c'est très bien reconnu dans des grandes dunes actuelles, notamment dans le Pas-de-Calais. Et donc là, depuis 6500 ans, dans ces bancs d'eau, grâce à la sismique, on a pu reconnaître 5 à 6 sets de progradation qui sont régulièrement séparés par ces surfaces planes liées à des fortes tempêtes. Donc, juste pour résumer tout ce que je viens de vous dire, vous voyez, la baie du Mont-Saint-Michel, depuis 6500 ans, elle a été impactée par des fortes tempêtes qui ont détruit dans la partie nord les barrières, qui ont mis en place dans la partie fond de baie des dépôts grossiers de tempêtes, qui ont réincisé les replats de marée de la baie de Cancale régulièrement en provoquant des incisions profondes tidales en lien avec les surcharges hydrauliques des inondations des marais de Dole, et puis enfin qui ont interrompu régulièrement la dynamique tidale de migration des bancs qui sont à l'entrée nord de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc toutes ces données que je viens de vous montrer, tous ces résultats que je viens de vous montrer, montrent que depuis 6500 ans, c'est-à-dire depuis que la transgression holocène a ralenti, la baie du Mont-Saint-Michel a subi des impacts de crise climatique qui sont marqués par des tempêtes accrues. Les dates nous montrent que ça a une récurrence de l'ordre de 1500 ans, et ces tempêtes accrues, ces crises climatiques ont profondément modifié le fonctionnement de la baie du Mont-Saint-Michel, avec des temps de repos là qui sont de quelques centaines d'années, voire milliers d'années. Et on sait qu'au travers des dates que l'on a, ces événements tempétueux en baie du Mont-Saint-Michel sont synchrones avec les événements froids
Holocène dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont les événements froids de l'Atlantique Nord. Donc, en fait, j'en ai quasiment terminé, juste en guise de quelques conclusions. En fait, ces travaux qu'on a réalisés en baie du Mont-Saint-Michel, il faut savoir que c'était la première fois qu'on identifiait l'impact de ces crises climatiques holocènes dans des enregistrements sédimentaires côtiers relativement ouverts, comme la baie du Mont-Saint-Michel, ou quasiment en même temps également dans l'estuaire de la Seine. Ce qui nous a évidemment démontré que les archives sédimentaires côtières étaient finalement des bons enregistrements de la variabilité climatique holocène, et ça, c'était pas reconnu, contrairement à ce qu'on pouvait penser, parce que les enregistrements sédimentaires côtiers, généralement, c'est des enregistrements qui sont discontinus. Une autre conclusion, c'est, vous le voyez, la baie du Mont-Saint-Michel, comme l'estuaire de la Seine, c'est des environnements qui sont hypertidaux, c'est-à-dire qui sont caractérisés par une très forte dynamique tidale, avec des très forts courants, et malgré tout, ces environnements hypertidaux, ils peuvent être impactés durablement par des crises climatiques avec des tempêtes accrues. Et puis enfin, si on examine ces enregistrements sédimentaires côtiers à une échelle plus globale, c'est-à-dire à l'échelle de l'Atlantique Nord, c'est ce que je vous ai montré au tout début de cette présentation, et bien cette synthèse, en fait, nous a permis d'apporter des éléments nouveaux pour mieux comprendre justement les causes de cette variabilité climatique holocène, au même titre, en fait, qu'ont pu le faire les archives plus profondes dans les bassins ou les archives de glace. Donc voilà, je vous remercie, et puis si vous avez des questions, je suis évidemment prête. Eh bien, je ne doute pas qu'il y ait pas mal de questions. Alors, je ne sais pas, il y a un écho quelque part. Peut-être couper le micro. Voilà, ça a l'air mieux. Alors, il y a plein de questions qui arrivent sur le chat. Est-ce qu'on a une idée des variations de niveau marin moyen au cours de l'Holocène dans la baie du Mont-Saint-Michel et ailleurs? Parce que si le niveau monte, il ne monte pas que dans la baie du Mont-Saint-Michel, j'imagine. Alors, il faut remettre votre micro. Oui, j'ai remis mon micro. Donc, est-ce qu'on a une idée de la variation du niveau moyen pendant ces variations, ces crises climatiques? C'est ça la question? Ou Au cours de l'Holocène. Holocène. Alors, depuis 6000 ans à peu près, si on s'en tient à un rythme global de l'ordre de 1 mm par an, qui est le rythme de remontée de cette dernière période de la transgression holocène, depuis 6000 ans, il y a 6 mètres environ de remontée du niveau marin. Donc, c'est vrai je vous ai montré une petite courbe là qui montre une élévation de l'ordre de 1 mm à 3 mm. Alors maintenant, c'est plus, bien sûr, mais le taux moyen, c'est de l'ordre de 1 mm, 1 à 2 mm par an. Et c'est ce que l'on a, effectivement, quand on regarde les enregistrements sédimentaires de ces replats de marée dans le fond de la baie du Mont-Saint-Michel, avec les dates que l'on a 6 mètres à peu près, 6 mètres 50 d'aggradation, c'est-à-dire d'empilement vertical, de replats de marée depuis 6000 ans, c'est-à-dire un rythme qui concorde avec le rythme d'élévation du niveau de la mer. Alors, autre question, est-ce qu'il existe d'autres localités en France, ou non d'ailleurs, hors de France, où ces rythmes sont reconnus dans les sédiments? Est-ce qu'on cultive des carottes ailleurs et est-ce qu'on les examine? Oui, tout à fait. On cultive d'autres carottes ailleurs. Alors, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit en conclusion, c'était quasiment la première fois qu'on mettait en évidence ces cycles, enfin ces crises climatiques rapides de l'Holocène dans des archives sédimentaires côtières. Et depuis, évidemment, il y a eu beaucoup plus de travaux. Alors, je vous ai parlé de la baie du Mont-Saint-Michel, de l'estuaire de la Seine, de l'estuaire de la Vilaine aussi. Là, c'est pour vous parler de nos travaux. Mais les collègues bretons ont beaucoup travaillé sur tout le pourtour de Bretagne et mettent en évidence également l'impact de ces crises climatiques holocènes, pour ne citer que, et donc oui, un peu partout, en Méditerranée également, dans les archives sédimentaires des lagunes méditerranéennes, sur tout le pourtour méditerranéen, on met aussi en évidence ces cycles climatiques, ces crises climatiques, le long des côtes atlantiques de la France également, pour ne citer que ça, mais en Europe aussi.
Merci. Alors, j'ai une question très pratique. Où est-ce qu'on trouve vos études, votre étude? C'est l'étude que vous nous avez présentée et puis plus généralement vos travaux. Ces travaux, c'est des travaux qui sont publiés. Donc, le premier article qui a été publié donc, par Isabelle Billot, c'est un Billot-Étal 2009 qui décrit exactement ce que je viens de vous décrire aujourd'hui. Donc, c'est un papier court dans une revue qui s'appelle Geology. Sinon, il y a la thèse d'Isabelle, et puis sinon, il y a plein d'autres articles, des articles de synthèse que j'ai commis, entre guillemets, que j'ai rédigés. Voilà, depuis jusque dans les années 2012 à peu près. Donc, il n'y a pas de... Ils sont réunis et compilés. Alors, réunis et compilés, non. Non, mais par contre, il y a une réunion, enfin, il y a une compilation d'une dizaine d'articles français qui ont été publiés de la communauté française, qui a été publiée en 2010 dans une revue qui s'appelle la revue de la Société géologique de France, le bulletin de la Société géologique de France, et qui fait état en fait de ces travaux sur les remplissages sédimentaires des domaines estuariens et lagunaires, donc depuis la Méditerranée jusqu'au nord de la Manche. Et parmi ces travaux, il y a effectivement ces travaux dans l'estuaire de la Seine, dans la baie du Mont-Saint-Michel, en baie d'Arcachon, etc., et qui font pour certains état de cet enregistrement de la variabilité climatique holocène. Mais il n'y a pas de compilation à proprement dite. Voilà, c'est par exemple ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est une compilation. Merci. Alors, il y a une question qui, je pense, nous brûle les lèvres à tous depuis votre présentation, et elle est formulée par Robin. Une présentation très intéressante. Alors, si les séries de fortes tempêtes sont synchrones avec des phases plus froides, cela veut dire que dans une phase de réchauffement comme actuellement, nous sommes moins susceptibles de connaître ce type d'épisode très énergétique. J'ai conclu ça aussi en vous écoutant, et c'est pourtant pas l'idée qu'on a en tête. Oui, c'est effectivement a priori un antagonisme. Alors là, les spécialistes du climat, les climatologues, pourraient répondre bien plus précisément que moi, mais dans la synthèse qu'on a réalisée, donc cet article de Sorel et al. 2012 qui est paru dans une revue, dans un article scientifique, donc on a pu mettre en évidence que cette variabilité climatique holocène, elle était probablement en lien avec la variabilité de la circulation atmosphérique et océanique, pas en lien avec l'énergie solaire. Mais au-delà de ça, en fait, ça c'est une variabilité climatique qui est sur le long terme, très long terme, mais au-delà de ça, effectivement, s'imbriquent des moteurs de variabilité climatique qui sont beaucoup plus haute fréquence, notamment ce qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique. Et donc, on sait que à cette échelle de la variabilité de l'oscillation nord-atlantique, c'est plutôt les événements qui nous viennent de l'Atlantique, qui sont plutôt chauds, entre guillemets, qui sont plutôt tempérés, et qui nous amènent en fait cette tempétuosité. Et donc, on imagine que pendant ces périodes froides de l'Holocène, les contrastes de variabilité de la NAO, notamment avec des fortes NAO dites positives, c'est-à-dire quand on reçoit les dépressions atlantiques. Pardonnez le BOCL que je suis, la NAO, je sais pas ce que c'est. Oui, de l'oscillation nord-atlantique, donc en anglais, North Atlantic Oscillation, excusez-moi. Et donc, quand elle est positive, c'est effectivement les dépressions atlantiques plus tempérées, plus tempétueuses qui viennent. Donc, on imagine que a priori, pendant ces périodes froides, les contrastes en fait de cet index de la NAO étaient beaucoup plus forts et qu'il y avait des événements de NAO positifs qui étaient vraiment forts et dans un contexte global plus froid. Et ça, c'est ce qu'on montrait assez clairement, enfin peut-être au travers d'archives sédimentaires aussi, assez clairement les collègues bretons qui ont travaillé sur ces archives sédimentaires bretonnes. Voilà. Donc, il n'y a pas... Alors, a priori, il y a un antagonisme, mais il ne faut pas oublier en fait les échelles de temps.
Là, on parle du réchauffement global, avec un réchauffement global à une échelle, on va dire, séculaire, voire pluridécennale. Et là, moi, je vous parle de variations climatiques à des échelles plurimillénaires. Et donc, ce ne sont plus les mêmes mécanismes qui interviennent. Bon, on espérait que c'était une bonne nouvelle, mais finalement, pas. Mais s'il y a des climatologues parmi les intervenants ou dans l'auditoire, ils pourraient intervenir beaucoup plus précisément. Eh bien, ils le feront au cours de la journée. Alors, il y a une autre question. Est-ce que dans les sédiments que vous récoltez, vous avez procédé à une recherche de diatomées benthiques pour repérer les niveaux des fonds marins? C'est une question d'un écologue, hein, peut-être. Non, on n'a pas eu le temps, enfin, dans ces travaux, on a fait le choix de faire une étude qui est essentiellement sur les faciès sédimentaires. Alors, cette étude de faciès sédimentaires aurait pu inclure la partie, on va dire, écologique, benthique, mais on ne l'a pas faite. Donc, il y avait déjà beaucoup de données à interpréter. Donc, on a fait notre étude essentiellement sur la base des faciès sédimentaires en termes de structure physique, donc d'hydrodynamique. Et on n'a pas d'indication sur la variabilité écologique. Et ça, évidemment, ça serait très intéressant. Mais est-ce que, alors là aussi c'est une question de béotien, mais est-ce que vos prélèvements sont toujours disponibles pour d'autres disciplines qui voudraient mettre leur nez aussi? Oui, les archives sédimentaires sont toujours disponibles, elles sont stockées, alors plus ou moins bien, dans des plus ou moins bonnes conditions, mais elles sont stockées au laboratoire. Il faut savoir que quand on prélève une carotte sédimentaire, on la coupe en deux dans le sens de la longueur, et il y a une moitié qui est archivée, ce qu'on appelle l'archive, et l'autre moitié sur laquelle on travaille. Donc il y a toujours une moitié qui reste et qui est disponible pour d'autres études potentiellement. Merci beaucoup, Mademoiselle Tessier. Alors, la réponse à la question de Michel Horn, les carottes sont-elles disponibles? La réponse est la moitié des carottes est disponible pour d'autres études. Merci. En tout cas, les carottes ne sont pas cuites. Voilà, c'était la conclusion de cette première intervention. On va poursuivre notre exploration historique des tempêtes. Pour ça, eh bien, on passe à la session suivante, où j'utilisais soit la petite fenêtre qui vient de s'ouvrir au-dessus de vous, soit vous allez dans Programme et vous cliquez sur la session qui nous intéresse.